Imaginez, vous passez des années à construire un empire à partir de zéro, obtenant un succès dont peu de gens rêvent, mais néanmoins, pour votre propre famille, vous êtes invisible. C'était la réalité de Bridget Carter, 38 ans, l'une des têtes les plus brillantes du marché de la technologie. Non seulement elle a créé des applications qui ont révolutionné la productivité, mais elle en a vendu une pour des millions. Mais pour ses parents et sa sœur, rien de tout cela n'avait d'importance. Jusqu'à ce qu'une nuit dans un restaurant chic de Boston change tout. C'était censé être le moment où il gagnerait enfin le respect qu'il avait toujours mérité. Bridget a prévu chaque détail, une table réservée dans l'un des endroits les plus exclusifs de la ville, des plats raffinés et le grand atout, des billets en première classe pour Hawaï, un pour chacun d'eux. Elle imaginait les sourires, les compliments, peut-être même un câlin sincère. Mais la réalité était bien différente. Dès l'ouverture des enveloppes contenant les billets, l'ambiance a changé. Sa sœur, avec cet air de supériorité qu'elle avait toujours eu, jeta le billet sur la table avec dédain. « Pensez-vous toujours que vous pouvez acheter notre affection ?» dit-il avec un ton mêlant sarcasme et mépris. Le père, sans aucune cérémonie, laissa échapper un grand rire, de quoi attirer l'attention des autres clients. « Personne ici ne t'aime, Bridget, a-t-il déclaré, comme s'il s'agissait d'une mauvaise blague. La mère? Pas un regard. Pas un mot. Juste le silence complice habituel. La douleur était si intense qu'elle aurait pu la renverser. Mais Bridget n'est pas tombée. Pas cette fois. Avec un sourire froid et un calme qui l'a surpris elle-même, elle dit simplement, « Compris ». Il se leva, laissa derrière lui leur rire qui résonnait parmi les couverts en argent et partit la tête haute. Dehors, le vent du port lui frappait le visage, comme si la vie elle-même l'applaudissait. Quelques minutes plus tard, le téléphone portable vibra. Un message de la sœur, bonne chance pour essayer d'acheter le respect. Ces mots ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bridget a décidé qu'elle ne m'en dirait plus jamais des miettes d'affection. Et quand, des semaines plus tard, les appels désespérés ont commencé, demandes de pardon, tentatives tardives de réconciliation, elle avait déjà franchi un cap. Mais et vous? Si tu étais à sa place, que ferais-tu? Pardonneriez-vous à ceux qui vous ont toujours rabaissé ou les laisseriez-vous récolter ce qu'ils ont semé? Réfléchissez bien avant de répondre. Depuis qu'elle est petite, Bridget est la fille oubliée. Alors que sa sœur aînée, Wendy, brillait avec des notes parfaites, des trophées de football et une personnalité qui charmait tout le monde, elle était simplement la plus silencieuse, celle qui passait inaperçue. Le père n'a jamais caché sa préférence, « C'est ma fille », dit-il fièrement en regardant Wendy. Pour Bridget, il n'y a eu que des critiques, « Tu es trop timide », comme si être réservée était un défaut. La mère? Toujours silencieuse, comme si elle ne voulait pas s'impliquer. À l'âge de 10 ans, Bridget a construit une fusée pour l'Expo Science. Il a passé des nuits à ajuster chaque pièce, le grand jour, il a volé plus haut que tout le monde, s'assurant ainsi la première place. Il est rentré chez lui en courant, ravi, avec le ruban du championnat à la main. Mais au dîner, personne ne l'a remarqué. Son père a commenté distraitement la bourse que Wendy avait gagnée avec un discours. Certaines personnes ne sont tout simplement pas nées pour être au centre de l'attention, a taquiné sa sœur, avec ce sourire qui la faisait toujours se sentir petite. Bridget ravala ses larmes. Cette nuit-là, elle s'est promis qu'un jour elle ferait ses preuves, non pas avec des mots, mais avec des actes indéniables. Le lycée n'était pas différent. Wendy a dirigé l'équipe de débat, remplissant la maison des loges. Bridget, à son tour, a trouvé refuge dans le laboratoire informatique, apprenant à programmer sur des machines obsolètes. Ça ne te mènera nulle part, dit son père, comme si son avenir était déjà écrit. La mère a seulement demandé si ses notes étaient à jour. Mais elle a continué, nuit après nuit, à créer des applications qui ont lentement commencé à changer sa vie. À l'université, alors que Wendy suivait la bonne voie, le marketing, comme son père l'approuvait, Bridget payait déjà ses propres factures avec les bénéfices de ses programmes. À 23 ans, il lance une application de gestion de tâches qui fait fureur. Un géant de la technologie l'a acheté pour 8 millions de dollars. Il a appelé chez lui, tremblant d'émotion, «
espérant que cette fois-ci ce sera différent. C'est bien, ma fille, dit son père, avant de changer de sujet pour parler de la promotion de Wendy. Maman a envoyé une carte. Aucune signature. Wendy n'a même pas répondu. Elle pensait que l'argent changerait quelque chose, qu'il verrait enfin la femme qu'elle était devenue. Mais non. Pour eux, elle était toujours la fille timide du coin, pas l'entrepreneur qui bâtissait des empires avec des lignes de code. Il a déménagé à Boston, fondé une start-up et lancé une autre application cette fois, un outil de productivité utilisé par des millions de personnes. Son nom apparaît dans des revues spécialisées et intervient lors d'événements internationaux. Les étrangers l'admiraient. Votre famille? Il ne lui a même pas demandé comment elle allait. Lors des dîners de Noël, son père n'avait d'yeux que pour Wendy, l'interrogeant sur les campagnes publicitaires et les bureaux de coin. La mère servit le vin en silence. Bridget, encore une fois, n'était qu'une ombre. Un jour, il a mentionné un prix national de technologie. Wendy a ri, pour des choses ringardes? Le père trouvait ça drôle. La mère détourna le regard. Elle a arrêté d'essayer. Chacune de ces réalisations était une réponse silencieuse à leurs doutes. Chaque million d'utilisateurs, la preuve qu'ils avaient tort. Mais au fond, elle avait toujours envie d'un geste, d'un mot, d'un signe qui la verrait vraiment. C'est pourquoi il a prévu ce dîner. C'est pour ça qu'il a autant investi dans ses billets pour Hawaï. Elle pensait qu'enfin, quelque chose de grand les amènerait à la regarder avec des yeux différents. Mais la vie a ses ironies. Parfois, il faut tout perdre pour se gagner. Et Bridget, après des années à se plier à un moule qui n'a jamais été le sien, comprend enfin, certaines batailles n'en valent pas la peine. Le vrai respect ne s'achète pas. Ce n'est même pas mendier. Il est conquis, lorsque cela est nécessaire, il est choisi pour vivre sans lui. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé. Elle n'était plus la fille tranquille qu'il pouvait ignorer. Elle n'était plus la fille commode qui avalait silencieusement des grenouilles. Le moment est venu d'arrêter. Le lendemain matin, assis dans mon appartement de Boston, avec la ligne d'horizon qui brillait derrière la fenêtre, j'ai passé l'appel que j'avais prévu depuis que j'avais quitté ce restaurant. Mon avocat a répondu à la première sonnerie. « Vendez la maison de Cape Cod », dit-il avec une fermeté que même moi je ne reconnaissais pas. C'était l'héritage de mon grand-père, la seule chose qui m'appartenait vraiment. Avant la nuit, un promoteur a proposé 2 millions de dollars en espèces. Aucune question. L'affaire a été conclue, les serrures ont été changées et, pour la première fois depuis des années, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. 3 jours plus tard, le téléphone sonna. C'était mon père, la voix tremblante de colère. « Qu'est-ce que tu as fait, Bridget ?» Il a crié comme si j'avais commis un crime. Cette maison était l'héritage familial, et vous l'avez vendue comme un égoïste ingrat. J'ai éloigné le téléphone portable de mon oreille, ses paroles faisant écho au même mépris que toujours. Je n'ai pas répondu. Je viens de raccrocher. Le message de Wendy arriva ensuite, chaque mot dégoulinant de venin. Tu as trahi la famille en vendant la maison de grand-père comme ça. Je l'ai supprimé sans lire jusqu'à la fin. Pensait-il qu'il me ferait reculer de culpabilité? Cela me plierait encore une fois? Ils se sont trompés. Le lendemain, ma mère s'est présentée à ma porte, son manteau boutonné jusqu'au cou pour résister au froid automnal. Elle s'assit sur le canapé, serrant son sac comme un bouclier, ses yeux s'échappant des miens. « Nous sommes blessés, Bridget, dit-il doucement, comme toujours. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé avant? » Sa voix était douce, mais il n'y avait pas la moindre trace de regret, aucune mention des années où ils m'ont laissé me vautrer dans leur négligence. J'ai attendu. J'attendais quelque chose, un signe qu'elle me voyait enfin. Mais il n'y eut qu'un soupir et elle disparut. Votre visite m'a fait mal, non pas à cause de sa présence, mais à cause de l'absence de ce qui m'a toujours manqué, le courage de me défendre. J'avais besoin que quelqu'un me voie vraiment. Alors, j'ai cherché Eric, mon copain, collègue, le seul qui a toujours compris ma détermination. Nous nous retrouvons dans un café tranquille près du bureau, le bourdonnement des machines à expresso remplissant le silence.
J'ai tout raconté, le dîner, les billets, la façon dont ma famille m'a encore écrasé. Eric écoutait, les yeux fixés sur les miens, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en avant. Vous les soutenez financièrement depuis des années, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, me souvenant du fonds familial que j'avais créé pour les urgences, pour l'université des enfants de Wendy, pour les factures médicales de mes parents. Le moment est venu de couper le cordon, a-t-il déclaré avec fermeté. Il ne te mérite pas. Ces paroles faisaient mal, mais elles avaient du sens. Puis, il se rapprocha encore, à voix basse. As-tu vérifié le fonds dernièrement? Il a demandé. Wendy a dépensé beaucoup, nouvelle voiture, voyage. Ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Je me suis figée. Le fonds que j'avais créé avec des millions de mes candidatures, en lui faisant confiance pour le gérer honnêtement. L'idée qu'il puisse détourner de l'argent était comme un couteau, mais au fond, cela ne m'a pas surpris. Eric a proposé de récupérer les dossiers financiers, ses compétences technologiques étant parfaites pour démêler les détails. Voyons ce qui se passe réellement, dit-il en me serrant la main. J'ai quitté le café avec une nouvelle clarté. Vendre la maison n'était que le début. Ma famille pensait pouvoir me garder dans l'ombre, mais j'étais prêt à briller par moi-même. Le soutien d'Eric m'a donné la force d'affronter ce qui allait arriver et ce que le fond allait révéler. 2 semaines plus tard, Eric a découvert quelque chose qui m'a coupé le souffle. Assis dans son appartement de Cambridge, le drone de son ordinateur portable remplissant le silence, il ouvrit les registres familiaux. J'y avais déposé des millions au fil des ans, croyant que cela garantirait la retraite de mes parents et l'avenir des enfants de Wendy. Mais ce que ses doigts agiles ont révélé à l'écran m'a retourné l'estomac. Wendy avait détourné 500 000 $, les jetant dans une start-up en faillite, une application prétentieuse qui promettait une renommée instantanée, rejetée même par les investisseurs de sa propre agence. Ma sœur avait utilisé mon argent pour financer son caprice, laissant le fonds presque vide. J'ai regardé les chiffres, les mains serrées. Elle n'a même pas demandé, murmurai-je. Eric hocha la tête, la mâchoire serrée. Elle pensait que tu ne le remarquerais jamais. La trahison m'a piqué, mais, étrangement, elle ne m'a pas surpris. Wendy a toujours agi comme si mon succès était une banque auprès de laquelle elle disposait de droits de retrait illimités. Je lui ai fait confiance en raison de son expérience en marketing, pensant qu'elle savait ce qu'elle faisait. Maintenant, je la voyais telle qu'elle était réellement, une opportuniste qui profitait de ma générosité. J'ai pris une décision tout de suite. C'est fini, dit-il à Eric. Il m'a attrapé l'épaule. Rendons cela officiel. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat. Je lui ai ordonné de transférer le solde restant du fonds à peine $1 million à une institution du Massachusetts qui s'occupe des enfants placés en famille d'accueil. C'était juste, mon argent irait à ceux qui en avaient vraiment besoin, pas à une sœur qui l'aurait gaspillé. Les formalités administratives ont été finalisées en 1 semaine. Chaque centime a été déplacé légalement. Je ne l'ai pas dit à la famille. Ils le découvriraient par eux-mêmes. Et ils l'ont découvert. Rapidement. Un journal économique de Boston a publié un article faisant allusion à une enquête sur les activités de la société Wendy's. L'échec de sa start-up était désormais public, son nom associé à des investissements irresponsables. Ses collègues chuchotaient à son sujet lors des déjeuners, sa réputation dans le monde de la publicité s'effondrait. Je n'ai pas commencé l'enquête. Mais je ne l'ai pas arrêtée non plus. Elle avait construit son château avec mon argent, maintenant elle voyait les murs s'effondrer. Je ne me sentais pas coupable. Juste une satisfaction froide, presque cérémonielle. Pendant des années, elle m'a traité de traître pour avoir vendu la maison de Cape Cod. C'était son karma. 1 semaine plus tard, mon père m'a appelé, la voix débordante de fureur. Tu détruis cette famille, Bridget. D'abord la maison, maintenant cette histoire de charité. Tu nous punis sans raison. J'ai laissé l'appel aller vers la messagerie vocale. Ces accusations n'avaient plus de poids. J'ai supprimé le message, mon cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Ma mère s'en fichait. Son silence était une douleur familière, mais je ne cherchais plus sa validation.
Wendy n'a envoyé aucun message, probablement trop occupée à essayer de sauver sa carrière. Ce soir-là, Eric et moi nous sommes rencontrés dans mon appartement, des papiers étalés sur la table à manger. Nous avons commencé à planifier mon avenir financier, déterminés à protéger ce que j'avais construit. Mes applications avaient généré 8 millions de dollars au fil des ans, mais j'avais fait preuve de négligence, laissant les obligations familiales m'épuiser. Eric a suggéré une nouvelle fiducie, cette fois sous mon contrôle absolu, aucun accès pour Wendy, aucune interférence de la part de mes parents. Fermez tout sous clé, dit-il en encerclant les chiffres avec son stylo. Quant à l'étranger, investissement privé. Tenir hors de leur portée. J'ai hoché la tête. Son pragmatique m'a ancré. Nous avons passé des heures à rédiger des plans, des biens immobiliers à Boston, des actions technologiques, un petit fonds pour les startups locales. Chaque étape était un acte de réexistence. Je ne faisais pas que couper les liens avec ma famille. Je construisais une forteresse autour de mon avenir. Le soutien d'Eric était inébranlable, sa confiance en moi contrastait fortement avec la famille qui m'avait toujours rabaissé. En travaillant, j'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer de faire mes preuves auprès des mauvaises personnes. Le transfert de fonds, la chute de Wendy, la colère féodale de mon père. Tout confirmait ce que je savais déjà depuis ce dîner. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais le mien. L'automne a apporté plus de tempêtes que je ne l'imaginais. Mon père a engagé un avocat pour me poursuivre en justice au sujet de la maison de Cape Cod, m'accusant d'avoir volé un bien familial. Le procès est arrivé sur mon bureau dans une enveloppe épaisse, pleine d'allégations vagues sur un devoir familial prétendument violé. Je n'ai pas été secoué. Le testament de mon grand-père, protégé et notarié, indiquait clairement, j'étais l'unique propriétaire. J'ai rencontré mon avocat dans son bureau du centre-ville de Boston, la silhouette de la ville se détachant sur le ciel d'automne. Elle feuilletait les documents, son stylo tapotant en rythme sur la table. C'est sans fondement, dit-il sans lever les yeux. La maison était à vous, à vendre. L'affaire a duré des semaines, mais le juge l'a rejetée en une seule audience. L'avocat de mon père n'avait aucune preuve, juste du blablabla juridique. J'ai quitté la salle d'audience avec le sentiment qu'à chaque pas, le poids de leur désespoir se dissipait dans l'air. Puis vint le prochain mouvement de Wendy. C'était une nuit par hasard où, en parcourant le flux de mon téléphone portable, je suis tombée sur un de ces messages sur une page de la communauté de Boston. Bridget Carter, la sœur ambitieuse qui a vendu l'héritage familial pour de l'argent dans Red, un escroc qui a volé notre héritage pour s'enrichir. Elle avait marqué des connaissances communes, veillant à ce que le mensonge se propage comme une traînée de poudre. Jusqu'au lendemain matin, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'envoyaient des messages hésitants, c'est vrai? Les oncles et les tantes ont complètement cessé d'appeler, leur silence était plus fort que les accusations de Wendy. Chaque mot me faisait mal, non pas à cause des calomnies, mais à cause du souvenir de la famille à laquelle j'avais essayé de plaire pendant des décennies. Mais je n'ai pas répondu. J'ai appris il y a longtemps qu'alimenter son feu avec le mien ne ferait que le rendre plus vorace. Pendant ce temps, l'enquête financière sur Wendy prenait de l'ampleur. Les contacts d'Eric dans le monde de la technologie avaient alerté un auditeur local, qui avait fouillé les dossiers du trust familial. Ils ont trouvé bien plus que les 500 000 $ qu'elle avait détournés vers sa start-up en faillite. Il y avait des paiements pour des sacs à main de créateurs, une BMW louée et même une location de vacances à Nantucket. Les preuves étaient accablantes. Un organisme de surveillance de l'État a ouvert un processus formel. Les blogs d'affaires de Boston ont commencé à la citer, remettant en question son éthique. Sa société de publicité a publié un communiqué prenant ses distances et des rumeurs sur sa démission ont circulé. L'image soigneusement construite de Wendy en tant que femme d'affaires avisée s'effondrait et je n'ai pas levé le petit doigt pour l'arrêter. La famille élargie a commencé à poser des questions. Ma cousine Laura a appelé, la voix tremblante, est-ce vrai ce qu'ils disent à propos de Wendy? Je me suis limitée aux faits, laissant la vérité parler d'elle-même. Bientôt, mes oncles, tantes et parents éloignés commencèrent à considérer mon père et Wendy avec méfiance. Les dîners de famille, autrefois dominés par leur charme,
deviennent tendues. Ma mère, comme toujours, est restée silencieuse, mais j'ai appris de Laura qu'elle avait cessé de défendre Wendy lors des réunions. La fragile unité de la famille s'est brisée sous le poids des mensonges de Wendy. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste une douleur sourde pour les connexions que je rêvais autrefois de réparer. La blessure causée par ces paroles brûlait toujours, mais j'ai refusé de me joindre au combat. Elle veut que tu ripostes, m'a dit Eric un après-midi, alors qu'il préparait son café dans un café en bord de mer, sous le soleil de septembre scintillant sur l'eau. Ne lui donne pas la sienne. Comme toujours, vos mots m'ont ancré. Au lieu de publier des démentis ou d'appeler mes proches pour m'expliquer, je me suis concentrée sur ce qui comptait, mon entreprise technologique décollait, de nouveaux contrats arrivaient et j'avais lancé une fondation pour financer l'éducation STEM pour les enfants locaux. Les rumeurs de Wendy ne pouvaient rien y faire. Je construisais quelque chose de réel. Quelque chose à moi. En quittant le café, j'ai ressenti un soulagement inattendu. Le bruit de ces accusations se dissipa, étouffé par la certitude que j'avais trouvée en moi. Jusqu'à ce qu'un soir d'hiver, un email change tout. Cela venait de l'avocat de mon grand-père William, un nom que je n'avais pas entendu depuis qu'il avait liquidé sa succession des années auparavant. 6 joint une lettre manuscrite, de son écriture inclinée, datée des semaines avant sa mort. Bridget, commença-t-il. Vous avez toujours eu un feu en vous. Ne laissez personne l'éteindre. Vivez selon vos valeurs, pas selon leurs attentes. Il a parlé de la fierté qu'il ressentait face à ma détermination, à mon indépendance des choses que ma famille n'a jamais reconnues. Il m'a demandé de tracer ma propre voie, de laisser partir ceux qui ne voyaient pas ma valeur. J'étais assis à mon bureau, la neige tombait doucement devant mon appartement de Boston, les larmes brouillant les mots. William m'a vu quand personne d'autre ne l'a fait. Ces mots étaient comme une main qui traversait le temps, stable, le tenant. Alors que le monde de Wendy s'effondrait, l'enquête financière, désormais publique, a révélé le détournement de plus de 500 000 $ du fonds familial. Son échec de start-up n'était qu'un début. Les auditeurs ont trouvé des paiements pour des luxes personnels, des vêtements de marque, un yacht loué pour un client, des voyages qu'il n'a jamais justifiés. Son entreprise l'a licencié, les clients ont annulé des contrats, invoquant un abus de confiance. Un journal local a publié un article sur sa chute, liant ses mensonges sur les réseaux sociaux à mon sujet à sa conduite financière. Sa réputation à Boston, autrefois son plus grand atout, s'est transformée en cendre. Je n'ai pas pris contact. Elle avait construit son empire sur le sable, et je l'ai vu s'effondrer de loin, pas de joie, pas de remords, juste le sentiment d'un cycle enfin bouclé. Les parents étaient confrontés à leur propre compte. Le procès perdu concernant leur maison de Cape Cod leur a coûté des milliers de dollars en frais, vidant ainsi leurs économies. L'entêtement de mon père, alimenté par l'orgueil, s'est retourné contre eux lorsque cousins et oncles ont découvert ses tentatives, aux côtés de Wendy, de me saboter. Les déjeuners en famille sont devenus plus chauds. Les proches ont chuchoté leur cupidité. Ma mère, toujours silencieuse, a perdu le peu de respect qu'elle avait de la part de ses frères, qui voyaient dans son omission une complicité. Leur statut social autrefois précieux s'est évaporé alors que la famille s'est retournée contre la vérité qu'elle s'efforçait tant de cacher. J'ai appris d'un cousin qu'ils avaient contracté un emprunt pour couvrir leurs dépenses, leur mode de vie n'était plus viable. J'ai ressenti une sensation d'oppression dans ma poitrine, mais c'est passé. Leur choix ne m'appartenait pas. Cet automne-là, j'ai commencé une thérapie. Chaque semaine, je m'asseyais dans le bureau confortable de Back Bay, initialement pour traiter la trahison de Wendy et le rejet de mes parents. Mais au fil du temps, j'ai découvert des vérités plus profondes. J'avais passé des décennies à rechercher une approbation qui ne viendrait jamais, liant ma valeur à leur validation. Séance après séance, j'ai compris que leur mépris parlait davantage de leurs propres échecs que de moi. Vous n'avez pas besoin de leur lumière pour briller, m'a dit un jour mon thérapeute. Cette phrase a fait écho. J'ai commencé à lâcher prise non pas à cause d'eux, mais à cause du besoin de prouver quelque chose. Mes 8 millions de dollars d'actifs, mon empire technologique, la fondation pour mes enfants. Tout cela m'appartenait, construit sans un seul compliment de leur part. La lettre de William scella cette vérité.
Une nuit de neige, Eric m'a emmené dans un petit café du North End, dont les fenêtres étaient éclairées par des lumières scintillantes. Nous avons passé des mois à planifier mon avenir financier, protégeant ma fortune dans des fiducies et des investissements incassables. Mais cette nuit-là était différente. Il était plus silencieux, les doigts agités dans sa poche. Alors que nous regardions les flocons de neige danser dehors, il a glissé une petite boîte sur la table. « Bridget, dit-il d'une voix basse mais ferme. Tu es ma maison. Veux-tu m'épouser ?» Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une joie dont je ne soupçonnais pas l'existence. « Oui, répondis-je, la voix brisée, alors qu'il glissait une bague à mon doigt qui brillait plus fort que n'importe quel héritage que ma famille pourrait jamais me donner. La simple bague en diamant à mon doigt scintillait dans la douce lumière du café, discrète mais indéniable, comme la certitude qui palpitait maintenant en moi. Les clients environnants ont applaudi, leur sourire sincère réchauffant l'air plus que n'importe quelle cheminée. C'était exactement le contraire de cette table froide, où le silence de ma famille pesait plus que n'importe quel mot. Pour la première fois, je me suis sentie vue. Pas à cause de l'entreprise que j'ai bâtie, pas à cause des chiffres qui justifiaient mon existence à leurs yeux, mais à cause de qui j'étais quand personne ne me regardait. Pour qui j'ai choisi d'être. Ce « oui » n'était pas réservé qu'à Eric. C'était pour moi. Un point final dans une vie écrite dans les attentes des autres et le début d'un chapitre dont j'ai moi-même tenu la plume. Un an après ce dîner qui aurait dû être ma perte, je me trouvais, vêtue de blanc, dans une petite église de Boston. Des bougies vacillaient contre les murs en bois, illuminant les visages de ceux que j'avais choisis pour être là, des amis devenus famille, des collègues qui célébraient mes victoires sans jamais douter de ma valeur. Mon père, ma mère, Wendy, aucun d'eux n'occupait un banc dans ces rangées. Pas pour se venger, mais pour la paix. Son absence ne faisait plus mal comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice qui ne démangeait finalement plus. J'avais fait la paix avec le fait que quelques silences suffisent comme réponse. Alors que je marchais dans le couloir, les yeux d'Eric m'ont fixé comme un phare. Il n'y avait aucune hésitation dans son sourire, aucune ombre de doute dans la façon dont ses mains rencontrèrent les miennes. Les vœux que nous avons échangés n'étaient pas seulement des promesses l'un envers l'autre, mais aussi envers moi-même, que je ne plierais plus jamais ma colonne vertébrale pour rentrer dans des moules qui m'écrasaient. Que ma loyauté appartenait avant tout à la femme que j'étais devenue. Lorsque le prêtre a déclaré notre union, j'ai su, avec une calme certitude, que c'était là que j'appartenais. Non pas en tant que fille qui n'avait pas réussi à sauver le nom de famille, non pas en tant que sœur qui avait porté un blâme qui n'était pas le sien, mais en tant que Bridget entière, libre, responsable de ses propres choix. Les rumeurs du déclin de mes parents me parvenaient comme de lointains échos. Mon père et ma mère, autrefois intouchables, luttaient désormais pour sauver les apparences alors que les dettes de la faillite les engloutissaient. La fortune qu'ils utilisaient autrefois comme une arme avait disparu, et avec elle, la loyauté de ceux qui les entouraient autrefois. Les dîners de Noël, autrefois théâtre du pouvoir, se déroulaient désormais sans eux. La famille élargie, lassée du drame, a choisi la distanciation. Je ne les ai pas cherchés. Non pas par indifférence, mais parce que sa chute était le résultat naturel d'un château construit sur des sables mouvants, fierté et contrôle. La froideur de ma mère, qui m'avait autrefois coupé comme un rasoir, n'était plus qu'une réalité de la vie, aussi neutre que la neige qui tombait devant l'église. Quant à Wendy, sa fin a été aussi spectaculaire que sa chute le méritait. Les mensonges qu'elle avait tissés pour me détruire revenaient contre elle comme un boomerang aigu. Le détournement d'un demi-million du fonds familial, argent qu'elle avait détourné pour colmater ses propres échecs, a été révélé au cours d'une enquête qui l'a traînée devant les tribunaux. Son entreprise s'est effondrée, ses clients ont fui et son nom est devenu synonyme de malhonnêteté dans les milieux d'affaires de Boston. Les excuses publiques qu'il a tenté de vendre ont été accueillies avec scepticisme, les gens ne pardonnent pas si facilement à ceux qui les ont trahis par cupidité. J'ai vu sa photo dans une chronique de journal, ses yeux vides, sa posture voûtée, l'ombre de la femme qui m'avait autrefois regardé avec tant de mépris. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste le soulagement de savoir qu'elle avait enfin récolté ce qu'elle avait semé. Ses conséquences étaient les siennes. Mon énergie appartenait désormais à quelque chose de plus grand.
Avec l'argent de la vente de la maison que mon grand-père avait construite et que ma famille avait transformée en un symbole d'oppression, j'ai fondé la Fondation William Carter. Un héritage qui honorait l'homme qui avait toujours cru en moi, non pas à travers des murs et des biens, mais à travers des opportunités. Au cours des 12 premiers mois, nous avons accordé plus d'1 million de dollars de subventions à des jeunes femmes du Massachusetts qui, comme moi, rêvaient de transformer le code en entreprise. Lors du gala de lancement, dans la salle de bal d'un hôtel de Boston, j'ai regardé une jeune fille de 20 ans présenter son application aux investisseurs, ses yeux brillants de la même détermination que j'avais vue dans mon reflet il y a des années. Là, dans cette pièce pleine d'avenir, se trouvait le véritable héritage de William. Pas dans les briques que j'ai vendues, pas dans le nom de famille que j'ai laissé derrière moi, mais dans le courage que j'ai maintenant transmis. La thérapie m'a appris que l'estime de soi n'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est quelque chose que l'on choisit. Les accusations de ma famille, leurs mensonges, leur abandon, c'étaient des miroirs brisés reflétant leurs propres défauts, pas les miens. J'ai passé des années à essayer de prouver que j'étais suffisant, alors que la seule approbation dont j'avais besoin était la mienne. Mon entreprise, ma fondation, mon mariage, tout cela m'appartenait, construit de mes mains, selon mes conditions. Et la lettre de William, conservée comme un talisman, a scellé cette vérité pour toujours. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, Bridget. Tu dois juste être libre. J'ai pris cette leçon pour moi comme un mantra silencieux, guidant chaque pas que j'ai fait à partir de ce moment-là. Quand Eric et moi avons quitté l'église, les mains jointes, l'air froid de la nuit ne m'a pas fait frissonner. Pour la première fois, l'avenir s'étendait devant nous sans l'ombre de mon passé. Couper les liens avec ma famille n'était pas un acte de colère, mais de clarté. Ils ont choisi leur chemin, une impasse pavée d'orgueil et d'illusions. J'ai choisi le mien, large, éclairé, plein de possibilités qui ne dépendaient du pardon ou de la compréhension de personne. Dans la voiture en route vers la réception, les rires d'Eric remplissaient l'espace entre nous, légers comme le vent qui soufflait à travers les vitres. Pour la première fois, j'ai compris que le bonheur n'était pas un prix à gagner. C'est ce qui s'est produit lorsque vous avez finalement arrêté de demander la permission d'être celui que vous auriez toujours dû être.